aussi, voilà, vous mettez là où vous voulez, où vous pouvez. Sylvain Senet, directeur général du pôle véhicule sanitaire de Gruau. Gruau, c'est 2500 transformations de véhicules en ambulance par an. Vous connaissez bien le parc, vous le connaissez depuis longtemps. Vous travaillez à sa montée en compétences et notamment en matière de verdissement. Vous nous direz justement quels leviers sont activables et quels enjeux ça pose. Jean-Philippe Elie, bonjour. Vous travaillez pour Logistique Low Carbone et vous êtes actuellement chef de projet numérique du programme Interlude. C'est une structure publique qui travaille à développer on va dire des pratiques de mobilité durable dans le transport de marchandises. Notamment, vous signez des chartes avec un certain nombre de territoires, une quarantaine, pour travailler sur les aires de stationnement et sur ces fameux ZFE dont on entend de plus en plus parler. Et on va essayer de voir ce que ça implique pour le transport sanitaire. Et Jean-François Huot, bonjour. Responsable des IFA de l'Aftral, vous nous parlerez de la formation à l'éco-conduite. C'est un terme encore un peu flou, parfois un peu éloigné, mais on va le voir, qui est vraiment central pour aborder ces enjeux de transition écologique et sur les manières aussi de conduire d'aujourd'hui et de demain. On va débuter avec vous, Jean-Philippe Elie, et essayer de mieux comprendre ce que sont ces ZFE. Et c'est important parce que si on parle transition écologique aujourd'hui, la réalité du moment en la matière pour les transporteurs, ce sont ces ZFE qui arrivent et qui s'inscrivent dans les territoires, zones à faible émission, qui délimitent des territoires d'accès restreint à un certain nombre de véhicules en fonction de leur motorisation, et ce, sur un certain nombre de métropoles et sur un territoire qui va de plus en plus grandissant. Alors, en un mot, quelle est l'ambition de cette mesure et qui aujourd'hui est en charge de son déploiement ? Alors pour commencer, les ZFE, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait des années que ça existe. Avant, ça s'appelait des ZCR, des zones de circulation restreinte. Et c'est Paris, en 2015, qui a créé la première ZCR. Et en 2019, on a une loi qui s'appelle la loi d'orientation des mobilités, qui a créé d'autres ZFE. Et qui est donc, d'ailleurs, le terme ZFE est apparu. ZFE, ça veut dire zone à faible émission. Et le M, c'est mobilité. En fait, c'est ZFEM qu'on devrait dire. Et en fait, après Paris, en 2015, il y a eu Grenoble en 2017, il y a eu le Grand Paris en 2019 et Lyon en 2020. Et tout est parti de là, en fait, de ces 4 métropoles. Alors pourquoi on veut les créer ? Alors ce n'est pas que la France, hein, c'est au niveau européen. On sait que dans les métropoles, on a des problèmes de pollution atmosphérique. Si on prend le cas de la France, c'est 48 000 décès prématurés chaque année. Alors ça ne veut pas dire que la pollution, elle tue, ça veut dire juste qu'elle raccourcit votre vie, en fait. Donc le problème, il est sanitaire. C'est un problème sanitaire. On doit lutter contre les polluants atmosphériques. Donc la loi LOM a créé effectivement 11 ZFE. Donc, on les voit s'afficher là. Alors vous les voyez sur le on pavé est dedans d'ailleurs ici, voilà. Montpellier. Sur le pavé de gauche, vous le voyez, effectivement, vous en avez 12. Reims l'a fait volontairement, c'est une métropole qui l'a fait volontairement, les autres ont été obligés de le faire. Et vous avez une loi qui est apparue en 2021, qui est la loi Climat et Résilience, qui a exigé que toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants créent une ZFE. Alors je vous alerte, car vous avez dû lire dans la presse ou voir à la télévision depuis environ 2 mois l'apparition de zones de vigilance et de zones rouges, ce qui a fait conclure aux journalistes que c'était la fin des ZFE. Eh bien, pas du tout. J'étais au ministère mardi, j'étais à la Direction générale énergie et climat du ministère de la Transition écologique. J'ai posé la question telle quelle, est-ce que les ZFE de la loi climat et résilience disparaissent ? On m'a dit non, c'est une mauvaise interprétation des journalistes. Et vous voyez sur la carte, vous voyez, tous les petits points, ce sont les ZFE existantes ou qui vont arriver. Et à fin 2024, on aura 43 ZFE sur toute la France. C'est écrit en bas, hein, c'est aussi européen. Hein, donc oui. Tout, de toute façon, c'est le Parlement européen. C'est le Parlement européen qui a décidé, c'est l'État français qui applique. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il a donné la main aux collectivités pour mettre en œuvre ces ZFE. Je vais être plus méchant que vous. En fait, il a refilé la patate chaude. C'est ça. En fait, il y a eu 2 lois, loi LOM, loi climat résilience, et après, les élus, débrouillez-vous avec les moyens du bord. Et en fait, ce sont les collectivités territoriales qui doivent mettre en place ces ZFE. Avec, on va le voir, un certain nombre de différences d'une ZFE à l'autre. Avant, il y a un principe commun à toutes les ZFE, c'est les critères d'exclusion. C'est ce qu'on appelle les fameuses vignettes. Alors, critères. On va les voir s'afficher à l'écran. En quoi ça consiste ? Alors, attendez. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît ? Parce que moi, j'essaie vigoureusement avec ma télécommande, ça ne marche pas du tout. Est-ce qu'on peut, Cap Canaveral, est-ce qu'on peut passer la slide suivante ? Sinon, je vais commencer sans la slide, comme ça va être un peu plus simple. Ça ne marche pas. Donc, depuis environ maintenant 5-6 ans, on peut acheter une vignette qui s'appelle une vignette critère. Et d'ailleurs, maintenant, c'est obligatoire. Dans une ZFE qui existe, on doit avoir cette vignette sur son pare-brise.
Et en fait, pour calculer quelle vignette vous devez avoir, c'est lié à la date d'immatriculation de votre véhicule. Et est-ce que c'est aussi un véhicule diesel ou un véhicule essence? Et en fonction de cette date-là d'immatriculation et du type de motorisation, vous avez un numéro qui va de non classé à 1. Et puis en dessous, c'est électrique, donc c'est 0. En sachant que le diesel, c'est le critère 2. Et donc, ces vignettes critères sont basés actuellement sur des calculs sur les polluants, donc particules fines et dioxyde d'azote. On se dit en ce moment qu'il n'y a pas que ça par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique, il y a aussi le CO2. Et donc, on est en train de réfléchir à ce qu'on inclut également dans la détermination de la vignette critère des critères justement qui sont liés au CO2. Mais pour l'instant, ce ne sont que les polluants qui sont pris en compte. Pendant qu'on essaie d'afficher la slide, et les slides suivantes d'ailleurs, est-ce qu'il y a quelles vont être les sanctions prévues pour ceux qui ne sont pas dans les critères et qui vont tout de même dans les zones? Alors les sanctions, pour l'instant, il n'y en a pas. Alors déjà, c'est un premier point. Alors, ce n'est pas un secret que je livre, hein. Il n'y a pas de sanctions pour l'instant parce que personne ne les a mises en place. Quand on lit les arrêtés, c'est écrit effectivement qu'il y a des sanctions, mais j'en ai jamais vu encore sur le terrain. Et notamment en Ile-de-France, d'où je viens, la métropole du Grand Paris freine des cas de fer pour mettre les sanctions. Mais s'il y a sanction un jour ou l'autre, c'est 68 € pour un VL, qui peut monter jusqu'à 450 €. Et pour un véhicule lourd, c'est 135 € qui peut monter jusqu'à 750 €. Ce que je ne sais pas, c'est une fois que vous êtes fait avoir, parce qu'en fait, ils vont mettre en place des caméras qui vont flasher les plaques d'immatriculation, et grâce à la plaque d'immatriculation, on sait quel est le numéro de vignette critère. Ce que je ne sais pas, c'est que si vous êtes flashé à 14 h, puis à 16 h, est-ce que vous avez payé 2 fois l'amende de 135 € ou de 68 €? Ça, c'est une réponse que je n'ai pas encore. Il faut savoir aussi que quand ils vont commencer à faire de la coercition et donc à flasher les véhicules, on ne peut pas flasher plus de 15% des véhicules qui circulent sur la route. Donc il y aura aussi des gens qui vont passer à travers, hein, mais bon, en tout cas, c'est 15% maximum. Alors, il y a les ZFE et puis il y a les dérogations aux règles des ZFE. Et quelles dérogations existent-ils? Est-ce que c'est les mêmes pour toutes les ZFE ou non? Et ça concerne quel véhicule? Et évidemment, le transport sanitaire se situe comment là-dedans? Alors, il y a deux types de dérogations. Il y a les dérogations nationales. Donc, ce sera la slide juste suivante. Voilà. Ouais, très bien. C'est ça là. Donc, c'est dérogation nationale. En fait, en 2016, il y a eu un décret qui est sorti et qui a listé tous les véhicules qui pouvaient circuler dans les ZCR sans aucun souci, sans même avoir de vignette critère. Ce décret a été modifié. Ça va remarcher? Oui, c'est bon, ça marche. Donc, ce décret a été modifié à plusieurs reprises. Et donc, il y a 6 ou 7 types de véhicules qui sont exonérés de vignette critère quand ils circulent dans toutes les ZFE. Par exemple, c'est les véhicules des pompiers, par exemple, ou du ministère de la Défense, ou des forces de l'ordre, police, etc. Outre ces dérogations nationales, on a des dérogations qui sont locales. Et celles-là, elles sont à la main des élus. C'est-à-dire que ce sont les élus qui ont une politique et qui décident effectivement que ces dérogations seront effectivement appliquées dans leurs ZFE, dans leur territoire. Et il y a 2 types de dérogations locales, soit permanentes, soit temporaires. Donc permanente, c'est comme les nationales, c'est tout le temps. Et temporaire, ça peut être soit une durée, pendant 3 ans, soit on dit qu'au 31 décembre 2025, elle s'arrête. Donc Paris, il y en a en permanence, Lyon, alors, il n'y en Paris, a pas. Alors Paris, il n'y en a pas tant que ça. Paris, on a 9 permanentes et 1 temporaire, alors que d'autres ZFE, on en a beaucoup plus. Il y en a qui montent à 25 temporaires, donc ça dépend. Alors, sur les dérogations nationales, le transport sanitaire se situe comment? Alors, c'est là où je vais avoir un message pour vous intéressant et également un petit peu rafraîchissant. Alors, le premier, les ambulances. Les ambulances sont des véhicules, d'intérêt. Alors, j'essaie de relire ce que j'ai écrit. Des véhicules d'intérêt général, c'est ça. Et vous avez un droit de passage. Contrairement aux pompiers qui sont prioritaires, vous avez un droit de passage. Et à partir du moment où vous avez une ambulance, vous êtes exonéré d'une vignette critère. Vous ayez un véhicule tout pourri avec un vieux véhicule diesel, un vieux moteur diesel, vous passerez. En revanche, là, il y a une grande différence, ce sont les VSL. Pourquoi? Parce que le Code de la santé publique fait une distinction très claire entre les ambulances et les VSL. Or, le Code de la route dit bien que ce sont les ambulances qui peuvent passer dans une ZFE même s'ils n'ont pas la bonne vignette critère. Donc, on peut partir du principe que les VSL, vous ne pouvez pas circuler dans une ZFE si vous n'avez pas la bonne vignette critère ou si vous n'avez pas la dérogation adéquate. Alors, j'ai regardé récemment sur les dérogations, il y en a environ 200 dans toute la France. Donc, il y a 12 ZFE, donc on divise 200 par 12, ça fait environ 20 dérogations par ZFE. Et je n'ai pas vu une seule fois le mot VSL.
qui apparaît comme quoi les VSL ont droit à une dérogation temporaire ou permanente pour circuler dans les ZFE. En revanche, ce que j'ai vu par exemple à Reims, vous avez, si quelqu'un est malade, il peut se déplacer pour aller se faire soigner. Et donc on peut imaginer que comme il est malade et qu'il doit se déplacer, soit c'est son véhicule personnel, ou c'est un taxi conventionné, ou c'est un VSL. Donc je pense que par rapport à ce type de dérogation, on pourrait effectivement dire que vous pouvez être exonéré de changer de véhicule. En revanche, ce type de dérogation, j'en ai vu que dans 3 ZFE. Donc ça veut dire que dans les 9 autres, vous ne pouvez pas effectivement circuler si vous n'avez pas la bonne vignette critère. Ce qui veut dire que donc il y a tout de même une science de la ZFE où d'une ZFE à l'autre, on change de règle, on est exonéré ici, on n'est pas exonéré là, on risque ça ici, on risque ça là. C'est un peu compliqué. Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver? Et vous allez d'ailleurs travailler à mettre en place un outil pour ça. Alors là, c'est un exemple effectivement. En fait, ce qui se passe, c'est que dans les ZFE, ce sont des règles qui sont très hétérogènes. Ça dépend de la volonté de l'élu. On a vu pendant des années que les élus voulaient plutôt sanctionner les poids lourds et les véhicules utilitaires légers. Et on voit maintenant que depuis 1 an ou 2, on passe également aux véhicules particuliers, aux 2 roues, 3 roues. Ça, c'est des choix politiques. Là, ce qu'on voit par exemple, c'est un exemple, c'est un pass 24. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le bon véhicule avec la bonne vignette critère et que vous voulez quand même circuler dans une ZFE, j'ai pris 3 cas, c'est Toulouse. Toulouse, c'est 52 jours par an, vous pouvez circuler sans rien justifier. À Grenoble, c'est 12 jours et à Strasbourg, c'est 24. Quand vous travaillez à la fois sur Grenoble, Saint-Étienne et Lyon, qui sont 3 ZFE, qui sont proches l'une de l'autre, donc on pourrait imaginer que les ambulanciers travaillent sur ces 3 métropoles et qu'elles n'aient pas les mêmes règles, c'est ingérable, c'est totalement ingérable. Donc, un outil a été mis en place par Interlude, votre structure, pour essayer d'aider un peu à s'y retrouver. En quoi consiste ce ZFE.green? Alors, en fait, vous tapez dans votre navigateur internet ZFE.green, vous allez tomber sur une page principale, et là, vous allez avoir toutes les ZFE de France qui apparaissent sous forme de carte. Et quand vous cliquez sur la carte, non seulement vous allez voir le périmètre, là vous voyez par exemple le périmètre, on le voit en orange très clair, et à côté, vous aurez 3 onglets. Le premier onglet, vous aurez les restrictions de circulation. Vous saurez par type de véhicule quand est-ce que vous pouvez circuler ou ne pas circuler. Vous aurez un onglet informations dans lequel vous avez des informations diverses qui sont fournies par la collectivité. Mais là où c'est le plus important, c'est que vous allez avoir un onglet dérogation. Et vous saurez par ZFE quelle dérogation existe et si vous avez droit. Et on a mis en place un système, vous rentrez votre type de véhicule, votre vignette critère, et instantanément pour les 12 ZFE, vous aurez soit rouge, soit vert, soit orange. Rouge, je ne peux pas circuler avec mon véhicule. Vert, je peux circuler, et orange, je peux circuler selon des modalités. Par exemple, Paris, on peut circuler que de 8h à 19h, du lundi au vendredi, si on a le bon véhicule. Si on n'a pas le bon véhicule, on ne circule pas. Donc, instantanément, en un clic, vous saurez si vous pouvez circuler. On a également mis un module de cartographie. Vous rentrez un point A, vous rentrez un point B, et si vous traversez une ZFE, on vous le dit, et si votre véhicule ne peut pas la traverser parce qu'il n'est pas équipé de la bonne vignette critère, on a un bouton itinéraire bis, et là, on calcule automatiquement le nouvel itinéraire pour éviter la ZFE. Ça, c'est un calcul d'itinéraire qui ne se fait pas encore en temps réel aujourd'hui. C'est un calcul d'itinéraire, ce n'est pas un guidage en temps réel. Oui. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un bouton, on clique sur le bouton et on l'exporte dans Google Maps. Donc, sur ceux qui utilisent Google Maps, pour se guider, pourront l'utiliser tout de suite. Ça vaut aussi pour les véhicules particuliers, hein, pour tout type de véhicules. Autobus, oui. Alors nous, c'est vrai que sur Interlude, on est plutôt professionnel, on est plutôt effectivement transport de marchandises du dernier kilomètre, mais on s'est dit, on a des professionnels qui ont parfois des VL, ils n'ont pas forcément des VUL ou des poids lourds, donc on s'est dit, autant qu'on soit le plus exhaustif possible et qu'on puisse se fournir l'information. Alors, il a été ouvert en février 2023, c'est déjà plus de 120 000 visites dessus. Vous êtes gentil, là. Non, on est plutôt à 12 000. Non, on est plutôt à 15 000, oui. 15 000, 12 000, ouais. Et il va donc encore se développer et s'enrichir de toutes les nouvelles ZFE qui vont venir dessus. Oui, c'est-à-dire que les 31 qui manquent actuellement, au fil du temps, on va les rajouter et comme ça, vous aurez un panorama complet des ZFE françaises. Alors, premier enjeu, vous le voyez, de ce verdissement et cette transition écologique, c'est la mise en œuvre des ZFE. Et on voit que le transport sanitaire est exonéré, mais pas complètement. Donc, c'est un sujet qui vous concerne et qu'il va falloir intégrer dans vos déplacements. Le deuxième sujet, c'est le verdissement de vos parcs, tout simplement, de véhicules, qui est un enjeu qui va devenir de plus en plus pressant, qui coûte de l'argent par la force des choses, qui oblige à monter en compétence les véhicules. Comment, avec quels moyens? On va en parler maintenant, en commençant avec vous, Sylvain, parce que c'est un sujet que vous connaissez bien pour accompagner la montée en gamme des flottes au sein de Gruo, notamment sur ces questions énergétiques et environnementales. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui monter la prise de conscience? Parce qu'il n'y a pas un agenda qui oblige dans les 2 ans qui viennent à avoir véritablement des quotas très fixes.
Comment vous voyez monter la prise de conscience autour de cette nécessité de verdissement des flottes et quels freins principaux vous voyez revenir quand il s'agit de passer à l'acte? Merci Régis, bonjour à tous. Il y a quelques agendas quand même. La norme CAFE qui oblige les constructeurs automobiles à moyenner leur empreinte carbone à travers leur émission de gaz à effet de serre. Et puis il y a 2035. En tant que carrossier, en fait, on considère l'ambulance d'abord comme un dispositif médical qui respecte le code de la route. Et donc, on est au croisement de deux jeux de contraintes réglementaires, celle qui s'applique à l'automobile et celle qui s'applique au matériel médical. Par exemple, l'Euro 7, en tant que norme environnementale qui s'applique à l'automobile, va forcément s'appliquer à l'ambulance. La version 2020 de la EN 1789 va s'appliquer à la cellule cargo transformée en cellule médicale, à l'espace cargo du véhicule utilitaire transformé en cellule médicale. Historiquement, en tant que carrossier, j'allais dire, peu importe l'énergie qu'utilise le véhicule de base, on va s'y adapter. Que ce soit du mazout, de l'essence, du GNV ou des batteries, ou demain une pile à combustible, de l'hydrogène. On va toujours réussir à trouver techniquement la solution. Depuis 1995, on a développé, y compris 2 ou 3 générations de notre propre chaîne de traction. La première ambulance électrique qu'on a sortie, elle date déjà de 10 ans. Ce qui freine son développement, c'est que je pense que le modèle économique n'est pas encore suffisamment mûr pour faire tomber vos équations justes. Ces véhicules coûtent plus cher, de l'ordre de 10 000 à 30 000 euros de plus, rien que par la batterie. Donc vous devez pouvoir, sans subvention et indemnité, vos équations d'exploitation, repassez-les en revue. Vous avez un certain nombre d'aides qui, sur la durée de vie du véhicule, doivent vous permettre de bénéficier de quelques milliers d'euros, mais ça ne compense pas le surcoût de l'ambulance. Bref, historiquement, on sait faire, techniquement, on sait faire, réglementairement, on s'adapte, et j'allais dire d'un point de vue légal, on est sous contrainte, et on fait en sorte de vous mettre en main des véhicules qui soient conformes. Il y a un changement d'état d'esprit aussi culturel qui n'est pas que sur l'environnement aussi. Il y a aussi la montée en gamme technologique. Il y a plein d'endroits finalement où, on en parlera demain matin avec Marc, où il y a tout de même une montée en niveau du parc à opérer qui va coûter de l'argent dans les années qui viennent. Pas que sur le verdissement. Il y a un enjeu aussi à prendre en compte plus globalement, je dirais, à travers ce verdissement-là, d'investissement supplémentaire pour l'avenir dans son parc de véhicules. Alors, oui, bien sûr. La manière dont nous, on a élargi les solutions qu'on vous offre, c'est en ayant un monitoring extrêmement précis désormais de la consommation des énergies. Auparavant, il suffisait de redémarrer le moteur thermique pour réalimenter les batteries. Aujourd'hui, le constructeur automobile, évidemment, tient à préserver son autonomie dans la batterie primaire du véhicule. Donc il ne va nous autoriser qu'à tirer un minimum de jus, entre guillemets, pour nous alimenter la cellule sanitaire. On va rendre de plus en plus autonome cette cellule sanitaire pour ne pas être dépendant ou affecté, pour continuer à sanctuariser la batterie primaire du véhicule de base. Cette batterie, elle pèse de plus en plus lourd. Les normes Euro 7 dont je parlais tout à l'heure, sur un véhicule tel que le Master, c'est plus 70 kg. La norme qui s'applique aux ambulances et le permis B que détiennent la plupart de vos salariés continue à nous imposer 3,5 tonnes de PTAC. Donc on est pris en fait dans un effet ciseau qui nous impose d'innover en termes de poids, de fonctionnalité et surtout de bien mesurer les usages et les lois de roulage qui s'appliquent à tous vos véhicules. On n'avait pas l'habitude de le faire avant. Il va falloir que vos flottes soient gérées en fonction de
comment vos véhicules sortent. Est-ce qu'il fait jour, il fait nuit? Est-ce qu'on accélère beaucoup, on freine fort? Est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud dehors? Est-ce qu'on utilise la clim ou pas? Combien de temps on utilise le véhicule à l'arrêt? Combien de temps on roule? La vitesse maximum, la vitesse moyenne? Tout ça va devoir être pris en compte pour qu'on puisse vous offrir les solutions les plus adaptées. Sinon, comme on l'a fait, comme on sait le faire, dans l'ignorance de tout ça, nous, on met 10 kW de batterie en plus derrière la banquette dans la cabine de conduite, et c'est bon, on va préserver la batterie primaire, on va alimenter la cellule, sauf que ça va coûter très cher, ça va peser d'autant plus lourd, et puis ce sera surtout sous-optimisé. Alors, on voit les enjeux qui sont posés, on va voir comment on peut aussi avoir des réponses par rapport à cela. Vous l'avez dit, un des principaux problèmes, c'est qu'il va y avoir avec Euro 7 70 kg de plus. Donc une ambulance, c'est déjà pas léger, ça va devenir un peu plus lourd, et une ambulance lourde, c'est une ambulance par la force des choses qui consomme plus. Donc il faut l'alléger. Alléger d'abord les matériaux qui la constituent. Ça a déjà été fait, hein, le thermoformé commence à exister, et c'est déjà une évolution assez importante. Comment on peut aller plus loin aujourd'hui en termes d'allègement des matériaux qui sont employés ? Alors, sur le plan de ce qui constitue la cellule sanitaire, si on se replonge quelques années en arrière, je vais essayer de la faire le plus didactique possible. Une ambulance, c'était une cuisine roulante. C'est-à-dire, on mettait des placards partout dans lesquels vous mettiez vos consommables, le matériel médical, peu importe combien il pesait, de toute façon, à la fin, ça passait. Il suffisait de faire le plein de gasoil et d'appuyer sur l'accélérateur pour que vous puissiez assurer vos fonctions. Les contraintes dont je viens de parler nous imposent de plus en plus d'être à géométrie variable, de pouvoir vous mettre en position de faire, à la limite de l'urgence absolue, de la détresse vitale, du transport non urgent, du type A, du type B, demain du type A2, du bariatrique, du pédiatrique, tout ça avec les mêmes solutions modulaires et de plus en plus escamotables de l'ambulance, donc de moins en moins de choses en bois, en contreplaqué qui pèsent lourd. Et du point de vue des matériaux, pour répondre à votre question, Régis, eh bien, de passer du polyester, fibre de verre, polyester, matrice polyester produit en masse, non recyclable autrement que pour en faire du ciment, à du matériau déjà recyclé une fois, l'ABS thermoformé dont vous parlez, demain des matériaux plus fins avec des fibres biosourcées, plus légères, qu'on ne va pas chercher à l'autre bout de la Terre, ou avec des industries lourdes et à l'empreinte carbone elle-même très élevée pour la constitution de ces matériaux. Donc on travaille à la fois les matériaux en question et les fonctionnalités que vous avez dans vos ambulances. Donc mon message est le suivant. Je crois que non seulement il va falloir forcément mesurer vos usages, donc en déduire des lois de roulage, donc des aménagements adaptés, et dans ces aménagements, rechercher des fonctionnalités qui soient plus flexibles et moins rigides, plus à géométrie variable, modulaire, et non pas fixe, déterminée pour une utilisation précise. Il y a en effet des fibres nouvelles qui peuvent réduire jusqu'à 30%. Vous m'avez dit un peu le poids, hein, sur des fibres de lin qui se remplacent les fibres de verre existants. Ça, c'est le poids. Et puis l'autre chose, vous l'avez dit, en effet, il faut qu'il y ait moins de choses peut-être dans l'ambulance, ce qui est un paradoxe parce que l'ambulance doit gérer de plus en plus de missions de plus en plus diverses. Et ça, vous vous dites, on a beau vider, au bout d'un moment, l'ambulance, il va falloir l'essentiel. Donc, ça va être la solution sac à dos. Et c'est quoi la solution sac à dos, finalement ? Je me souviens de nos petites séances préparatoires sur le sujet. Bon, vous les connaissez vraisemblablement, on substitue du mobilier lourd et rigide, comme je viens de le dire, par des éléments qui sont nomades, enfin qui s'adaptent à un usage nomade, et qui peuvent être modulaires, qui peuvent être interchangeables et qui peuvent s'adapter à différentes fonctionnalités. Ce que je voudrais également vous signifier, c'est que, et j'ai retrouvé ça ce matin dans les échanges que vous avez eus ici, on va rendre vos véhicules intelligents. On va les faire parler. Ça va nous aider à comprendre les lois de roulage dont je parlais. Il suffit de les barder de capteurs, de remonter de la donnée brute dans les nuages, en anglais dans le texte, de la raffiner, de la descendre, de vous apporter ça en tant que tableau de bord, et vous n'allez pas gérer que le fait
de ne pas voir de particules sortir d'un pot d'échappement. Vous allez avoir une appréciation sur toute la durée de vie, le coût de possession et d'acquisition de vos véhicules, et quelque part, en termes de protection de l'environnement, du cycle de vie du produit, de l'extraction du cobalt dans les mines de République démocratique du Congo, jusqu'à l'ultime recyclage de votre véhicule. Et pour cela, il faut que votre ambulance devienne un objet connecté et que vous ayez la vision, en tant que chef d'entreprise, en tout cas gestionnaire de parc, de exactement où elle est, la géolocalisation, mais ça, tout le monde sait. Comment elle est utilisée, y compris en termes de manière de la conduire. Ce qui veut dire qu'on pourra avoir un retour sur est-ce qu'on a conduit à la bonne vitesse, est-ce qu'on a eu les bons arrêts, etc. Et réévaluer un peu la conduite. On va parler d'éco-conduite des chauffeurs conducteurs. Soit au rétroviseur, en faisant un bilan par jour, par semaine, par mois, et puis en mettant des médailles à celui qui a eu la conduite. De l'intéressement. Voilà. Soit en renvoyant de la donnée, en renvoyant du signal temps réel, en disant, attention, dans 300 mètres, tu arrives dans le carrefour le plus accidentogène de la ville. La dernière fois, tu l'as pris trop vite, passe la deuxième vitesse. Tout ça, c'est possible. Tout ça, c'est des évolutions qui vont apporter beaucoup d'efficacité, d'éco-efficacité, mais qui vont coûter un peu d'argent. Jean-Philippe Elie, je le voyais tout à l'heure sur votre site ZF et Green, il y avait en haut à droite un petit icône sur la manière dont vous comptez aussi, à travers ce type d'outils, aider au verdissement des flottes. Et puis, au-delà de ça, il y a aujourd'hui des aides qui existent. Alors, des aides nationales, des aides locales. On ne sait pas où aller les chercher. On ne sait pas si elles sont cumulables. Quels sites il y a aujourd'hui qui peuvent aider un professionnel pour se repérer, et comment vous, Interlude, vous pouvez aussi les aider à trouver les bonnes aides au bon moment pour financer une partie de ce dispositif-là? Alors, premièrement, les sites existent. Vous allez sur Google, il y a énormément de sites qui existent sur les aides. Le problème, et notamment l'État le reconnaît lui-même, que l'État a mis en place des sites sur les aides. Moi, je change ma voiture.gouv.fr ou prime-à-la-conversion.gouv.fr, sauf que l'État reconnaît que ce n'est pas au jour depuis janvier 2023. Le micro marche? Ouais. Je ne sais pas. Oui, ça marche. Donc, le problème de l'information, en général, c'est l'actualisation et la mise à jour. Si vos aides ne sont pas à jour, ça ne sert à rien, puisqu'on ne pourra pas faire le bon calcul au niveau de l'achat, puisque de toute façon, a dit monsieur, ça ne couvrira pas toutes vos dépenses, puisque, par exemple, je prends un camion que je connais bien, un camion, c'est entre 2 et 3 fois le prix d'un véhicule diesel pour un véhicule électrique. Donc, c'est des sommes considérables. En tout cas, il y a des aides nationales, donc l'État, je pense à la première conversion, au bonus écologique, mais il y a aussi des aides locales, et notamment dans les métropoles, dans les collectivités des ZFE, proposent des aides d'acquisition de véhicules. Voilà. Le problème, c'est qu'elles sont noyées dans différents sites internet. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est que ZFE.green va également devenir verdissement.zfe.green dans quelques mois. Et on va proposer toutes les aides nationales et locales qui concernent le véhicule et ce qui se rattache au véhicule. Je pense notamment aux bornes de rechargement. Puisque quand on est un professionnel, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je peux, lorsque je vais changer mon véhicule classique en un véhicule propre, est-ce que je vais pouvoir m'avitailler ? C'est la première vraie question. Je me souviens, il y a 3 ans, quand les transporteurs routiers sont passés au gaz, il y en a qui faisaient 60 km pour pouvoir recharger son véhicule gaz, ce qui est une hérésie. En fait, le gain qu'ils avaient au niveau CO2, ils l'ont très rapidement perdu. Donc la vraie question, c'est est-ce que je peux m'avitailler ? Et donc nous, ça sera non seulement vous pourrez acheter un véhicule propre avec telles aides, et est-ce qu'elles sont cumulables, oui ou non, mais également, est-ce que vous aurez des aides, par exemple, pour installer des bornes électriques dans votre entreprise ? Voilà. Alors, un dernier aspect que je voudrais qu'on aborde avant qu'on prenne les questions et qui est essentiel dans ce verdissement, il y a le véhicule, on le voit, il y a la réglementation, on le voit, puis il y a le conducteur lui aussi, et la manière dont lui aussi peut agir, ça a été présenté par Sylvain à travers des logiques de roulage différents, avec une manière de rouler aussi un peu différente, ce qu'on appelle l'éco-conduite. Je voudrais en parler notamment avec vous, Jean-François, parce que vous avez mis en place au sein de l'Aftral plusieurs formations autour de l'éco-conduite pour les véhicules thermiques, pour les véhicules gaz et pour les véhicules électriques aujourd'hui. En quoi ça consiste de l'éco-conduite, justement, et qu'est-ce qu'apportent ces formations ? Merci Régis, bonjour à toutes et tous.
Effectivement, on ne peut pas parler de verdissement du parc véhicule de transport sanitaire sans parler aussi d'éco-conduite, parce que le conducteur aussi va amener sa pierre à l'édifice. L'AFTRAL, on est un organisme de formation transport et logistique, et ça fait déjà 25 ans en fait qu'on a déjà mis en place de l'éco-conduite. On a 3 types de formation. On a commencé par l'éco-conduite de véhicules thermiques, mais on a aussi, bien évidemment aujourd'hui, de l'éco-conduite de véhicules électriques et aussi au gaz. Alors même si aujourd'hui dans le transport sanitaire, on est aux prémices en fait de ces formations, malgré tout, avec cette expérience de 25 années sur le véhicule thermique, et en plus, on est déjà à la 3e génération de cette formation. Hein, donc, on a déjà eu c'est la 3e réingénierie sur ce type de formation, avec, je dirais, beaucoup plus de résultats qui se vérifient. En fait, donc, c'est avant tout une éco-conduite citoyenne, avec de la conduite rationnelle, avec de la conduite préventive, hein, c'est-à-dire que on va avant toute chose dans le trafic faire attention aux autres. On va faire des décélérations douces, des accélérations douces également. D'ailleurs, dans la conduite ambulance, finalement, quand on est en charge avec un patient, c'est ce que l'on fait déjà, hein, donc de la conduite rationnelle. Donc, comment ça se passe? Eh bien, ce sont des formations d'une journée, en général, notamment pour les conducteurs. On fait un diagnostic de démarrage. Par exemple, on part souvent avec 4 conducteurs dans un véhicule. Alors, on peut s'adapter. Ça peut être nos véhicules à nous, mais ça peut être aussi les véhicules des entreprises. Et c'est encore mieux avec les véhicules des entreprises, notamment pour les ambulances. On fait un diagnostic au départ, c'est-à-dire on fait une conduite normale, habituelle. Et puis ensuite, le formateur transport qui est spécialisé en la matière va donner l'ensemble de ses conseils, et on va mettre en application donc ces règles de conduite éco-citoyenne et rationnelle. Et à la fin, de ce diagnostic, on peut vérifier la différence de consommation de carburant entre le début de formation et la fin de formation. Ça permet quel niveau d'économie justement en termes de consommation? Alors, pour les poids lourds, c'est significatif. Pour la partie VL, on l'estime à entre 12 et 15% à peu près. Alors, ce qui est quand même pas mal, hein, parce que on va partir sur une entreprise moyenne qui fait 50 000 € de dépenses carburant par an. Bah, ça fait quand même une économie d'environ 5 000 à 6 000 € sur l'année. Donc, c'est quand même pas rien. Mais ce n'est pas que sur le carburant, en fait, qu'il faut voir ça. On est sur quelque chose aussi au niveau cinématique. Vous avez quand même l'usure des freins, vous avez l'embrayage, vous avez les amortisseurs, enfin vous avez durée toute de la vie du chaîne véhicule cinématique et la durée de vie du véhicule. Et puis même en dehors de ça, vous avez aussi une sinistrabilité qui peut baisser. Donc ça, vous voyez, on va pouvoir toucher sur tous les leviers. En termes de qualité de vie au travail également, on aura moins de stress pour le conducteur. Et je dirais qu'aujourd'hui, avec ce système-là, on va bien au-delà d'une simple consommation, enfin une économie de consommation de carburant. L'horizon est beau, l'horizon est vert. Néanmoins, ça fait un certain nombre d'années qu'elle existe. Ce n'est pas la formation qui prend le plus, si on parle un peu franchement aujourd'hui. C'est pas... Sur le thermique notamment, il est encore difficile de la faire passer. Qu'est-ce qui explique selon vous que ça reste encore compliqué à valoriser? Alors, en fait, en tous les cas, pour le transport sanitaire que je connais bien, et les ambulanciers, hein, j'ai été 27 ans dans le métier auparavant, c'est vrai que les formations qu'on vend le plus, c'est les formations obligatoires, hein, c'est l'auxiliaire ambulancier, le diplôme d'état d'ambulancier, la FGSU, son renouvellement, etc. La partie éco-conduite, en fait, ça se vend bien sur le transport de marchandises, aussi sur le transport voyageurs. Et c'est vrai que sur le transport sanitaire, comme déjà en plus en ce moment, avec la pénurie de personnel, les chefs d'entreprise n'ont pas la possibilité de nous envoyer, et pourtant c'est qu'une journée, hein, leur personnel en formation. Et donc c'est ça surtout le frein, c'est que pas assez de temps pour pouvoir former ses collaborateurs. Et c'est dommage parce qu'en plus aujourd'hui, et notamment dans le cadre du projet FNE, vous avez une prise en charge à 100% et de la formation dans son intégralité, mais aussi de la masse salariale pendant cette journée de formation.
Donc aujourd'hui, je dirais, tout est réuni pour qu'on vous accompagne dans des futures économies d'énergie, et puis surtout, comme on l'a dit, une économie générale avec la cinématique, etc. etc. Jean-Philippe Elie, d'un mot, vous, dans les chartes, vous la mettez aussi assez fortement en avant, cette éco-conduite. Quels sont ces grands atouts par rapport à ce que disait Jean-François, et comment la valoriser mieux aussi? Alors, je vais compléter un peu ce qui a été dit. Alors nous, on met en place des chartes dans les territoires. Merci. Oui, on crée des chartes dans les territoires. Quand je parle de territoire, c'est les communautés d'agglomération, c'est les métropoles. Et en fait, on met autour d'une table les élus et les entreprises qui sont présentes dans ces territoires. Et donc de cette concertation naît une charte avec des plans d'action. Et très souvent, on se rend compte que dans les territoires, parmi les actions proposées, il y a l'éco-conduite. Alors j'ai juste rappelé que la loi climat-résilience a rendu obligatoire l'éco-conduite. Alors elle ne s'appelle pas éco-conduite dans la loi climat-résilience, ça s'appelle sensibilisation afin de réduire l'incidence de la conduite sur l'environnement. En clair, c'est l'éco-conduite. Et donc, ça concerne des entreprises qui ont plus de 100 véhicules légers. Donc, je ne pense pas qu'à votre niveau, vous ayez plus de 100 véhicules légers sanitaires. Mais en tout cas, c'est une obligation pour certaines personnes. C'est obligatoire pour les véhicules lourds, donc tout ce qui est transport de marchandises. Donc, on est quand même maintenant dans une incitation à l'obligation. Alors, c'est même plus une incitation, c'est l'obligation. Et je pense que dans les 3 ou 4 ans qui viennent, on va être fortement obligé, au niveau des VL, de passer l'éco-conduite. Alors, il y a 2 avantages, je conclurai là-dessus. C'est vraiment la baisse de la consommation. Alors, moi, j'ai suivi un grossiste qui avait 5 camions, qui a réussi à baisser sa consommation de 20%. L'argent qu'il a économisé, il l'a réinvesti en prime auprès des salariés. Donc, c'est une vraie dynamique en termes de social. Mais également, il a baissé de 30% l'accidentologie de ses véhicules. En fait, quand on fait de l'éco-conduite, on a une conduite qui est beaucoup plus apaisée et donc on est moins sujet aux accidents. On va ouvrir les lumières dans la salle pour prendre quelques questions sur ces enjeux émergents, mais on le voit de plus en plus important, de verdissement des flottes, ZFE, évolution des parcs, éco-conduite. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle par rapport à ce que vous entendez? J'essaie de regarder. Ici. À gauche, oui, monsieur. Vincent, je suis tôt. Je laisse voilà. Vous avez les honneurs de mademoiselle en plus, Vincent. Bon, voilà. Je voulais... c'est bon. Une question sur les ZFE. On a compris qu'il y en avait 11 aujourd'hui en France. Bientôt 42 ou 43, j'ai à peine retenu le chiffre. Les ZFE, pour nos véhicules sanitaires, j'ai compris qu'il y aurait la dérogation pour les ambulances. Mais si on veut être dans un cercle vertueux pour notre transition écologique au quotidien, il faut réfléchir aussi sur nos ambulances. Sylvain en parlait tout à l'heure sur cet accompagnement des équipements des véhicules et qu'on puisse rentrer dans les ZFE, même si on a une dérogation, il faut chercher à sortir de cette dérogation. Si on prend les véhicules assis, aujourd'hui on a les véhicules électriques, bon, on a tout bon. On a des véhicules critère 1, entre les GNV, entre les nouveaux moteurs essence, puis on a les diesels. Demain, dans les ZFE, qui vont couvrir un peu partout en France, et notamment les nouvelles avec les points jaunes, quelle vignette ne pourra pas rentrer dans ces ZFE? Parce que c'est les investissements de la semaine prochaine qu'on doit anticiper, parce qu'on garde quand même les véhicules un peu plus d'1 an, et ça arrive vite. Alors, si on revient un peu en arrière, il y a 5 ans, Paris avait dit, alors je parle de la ville de Paris, pas la métropole, mais la ville de Paris avait dit, en 2024, il n'y a plus aucun véhicule diesel qui rentre dans Paris. Là, on n'est même pas au critère 3. C'est-à-dire qu'ils ont repoussé le critère 3 à après les JO. Donc déjà, c'est la première chose. Si on prend Lyon qui est dirigé par un maire écologiste, il s'est rendu compte qu'il y a des freins qui sont tout à fait réels et qui sont tout à fait explicables, qui fait qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, substituer le diesel avec autre chose. Et donc Lyon, c'est 2028. Strasbourg, par exemple, l'arrêté est déjà sorti. Le diesel va disparaître à Strasbourg, dans la métropole de Strasbourg, en 2028,
mais pas sur toute la métropole, sur Strasbourg même et 2 autres communes. Il y a, je crois, Grenoble, qui est également dirigé par un élu écologiste, qui a également repoussé pour l'instant les dates. Donc ce que je peux vous dire, c'est que enfin les élus se rendent compte qu'il y a de vrais problèmes, qu'ils soient financiers, puisque, je ne vais pas mentir, la transition écologique est nécessaire, mais elle va coûter très cher. D'où l'intérêt effectivement d'avoir des aides, qu'elles soient étatiques ou qu'elles soient au niveau local. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, en ce moment, les calendriers de passage aux différents niveaux de critères vers le bas, c'est-à-dire aller vers le 1, vers le critère 1, c'est constamment bouleversé. Bordeaux a également repoussé tout ça. Donc on est actuellement dans une... C'est bouleversé dans le sens de l'étalement. Hein. Voilà, c'est ça. On est plutôt dans le recul, effectivement, d'application des règles les plus strictes. D'où l'intérêt d'avoir un site qui regroupe... Alors, je ne vais pas publicité de ZFE Green, mais il y a tellement de règles, il y a tellement de changements de calendrier que, moi, à mon avis, il est impossible pour un professionnel, quel qu'il soit, que ce soit du transport, du sanitaire ou autre, actuellement de savoir comment il peut rentrer dans une ZFE et avec quelles règles. Et c'est ce qui manquait en fait avant ZFE.green. Et le problème, c'est que les gens ont cru il y a 2 mois, avec les zones de vigilance, les zones rouges, c'est fini, il n'y a plus de ZFE. C'est pas vrai. On aura 43 ZFE au 31 décembre 2024. Ça, c'est la réalité. Alors, il y a Toulon, par exemple. Je prends le cas de Toulon. Toulon Métropole. Elle avait une obligation de faire une ZFE en 2019 avec la loi LOM. Il fallait qu'en 2022, elle ait fait sa ZFE. La ZFE de Toulon n'existe toujours pas, pour diverses raisons. Alors, je ne sais pas si c'est parce que les élus freinent des 4 fers, mais en tout cas, Toulon n'existe pas. En revanche, la plupart des élus jouent le jeu, ils font des ZFE, mais ils sont en train de réfléchir à moins rendre les critères vraiment très stricts. Et on se rend compte qu'ils sont en train de lâcher du lest parce que nous, on est des professionnels, mais il y a aussi des particuliers qui n'ont pas forcément des véhicules dernier cri, qui doivent circuler aussi. Moi, je viens de Paris, donc moi, j'ai pas d'inquiétude. J'ai le métro, j'ai le TER, j'ai les Transiliens. Moi, je peux circuler sans véhicule. À Montpellier, j'ai suivi en taxi. Le taxi, on en a parlé pendant un quart d'heure de ZFE. Il m'a dit, en 10 minutes, on est à la campagne à Montpellier. Ce n'est pas le cas à Paris. Donc je pense aussi que l'État et les élus n'ont pas pris non plus conscience des spécificités locales qui fait que à Paris, c'est facile de créer une ZFE. Ce n'est pas forcément évident à Montpellier ou dans d'autres villes. Et imaginez quand on n'aura pas des grosses métropoles comme Nice ou comme Paris, mais quand on aura des villes de 150 000 habitants, je prends le cas de Metz que je connais bien, c'est 120 000 habitants avec la banlieue de 150 000, on n'a pas tous les mêmes impacts en termes je dirais, de restriction de circulation auprès des habitants et auprès des professionnels. Difficultés professionnelles, mais aussi bombe sociale que derrière ces ZFE. Autre question à porter sur ces différents sujets. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres questions que vous souhaitez aborder sur ces enjeux de verdissement et de ZFE notamment? Pas d'autres questions? Eh ben, on va remercier très chaleureusement les intervenants de cette table ronde. Je laisse ma table de droite rejoindre la salle. Je garde ma table de gauche car nous avons un dernier débat. On va parler apprentissage et quand on parle d'apprentissage, Jean-François Huot reste dans la place.